Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Face au courage de Mila, la soumission des médias. Mila, qui est menacée de mort pour avoir insulté et critiqué l'islam, était invitée dans l'émission Quotidien de Yann Barthès. Courageuse, elle n'a rien lâché, au contraire de certains journalistes soumis. Des médias menteurs face aux différents attentats islamistes de la semaine. Viktor Orban qui dévoile la recette de son succès. Nous reviendrons ensemble sur le meilleur et le pire de la semaine médiatique. Municipale parisienne, proposition délirante et occultation. La campagne électorale pour la mairie de Paris sombre totalement. Dans ce immédiat, nous verrons que les candidats politiquement corrects multiplient les propositions délirantes, complaisamment couverts par les médias. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle de plusieurs victimes d'agressions très violentes ou même d'agressions mortelles, que ce soit Kevin, violemment agressé lors du carnaval de Dunkerque, qui a longtemps été entre la vie et la mort, Matteo, qui a été poignardé à mort à Amiens parce qu'il était pris pour une autre personne, pour un Parisien, et que des personnes recherchaient un Parisien pour se venger de lui. Il a été pris pour ces personnes-là. Ou encore Laura qui est morte égorgée en pleine rue. Voilà, donc des images de victimes dont on parle peu dans les médias. Des images de victimes dont on parle peu dans les médias, dont on sait, s'agissant du jeune pompier Kevin, qu'il a été victime parce qu'il est intervenu pour défendre des gens qui étaient agressés par une bande de racailles d'une dizaine de personnes. On sait pour Matteo que les deux personnes qu'on recherche sont de type africain. Pour la malheureuse Laura, pour le moment, on ne sait pas. Simplement, ça fait beaucoup d'agressions violentes, beaucoup d'agressions mortelles. Alors, il y a eu toute une campagne pour parler des féminicides, c'est-à-dire des hommes qui tuent des femmes, indépendamment de l'endroit où ça peut se produire. Là, je pense qu'on pourrait peut-être parler de lococide, parce que ce sont souvent des victimes blanches qui sont agressées. Parfois, on ne sait pas par qui, parfois, on sait, hélas, trop bien par qui. Et cela, les médias n'en parlent pas. C'est d'ailleurs tout à fait étonnant de voir que dans les médias, il y a énormément d'affaires qui remontent. On parle d'agression sexuelle ou de harcèlement, parfois des affaires qui remontent à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans, qui sont d'ailleurs prescrits en termes judiciaires, mais qui font la une des médias, alors que des faits objectivement encore plus grave ou beaucoup plus grave, puisqu'il s'agit là d'homicide, oui, d'égorgement, d'agression, de lynchage, eh bien ça n'intéresse pas les médias. Donc il faudrait quand même se poser la question, pourquoi les médias s'intéressent beaucoup à des délits anciens et pas du tout à des crimes actuels. Passons au premier sujet. Face au courage de Mila, la soumission des médias. Mila, c'est cette jeune femme de 16 ans qui avait insulté l'islam et critiqué la religion dans un direct Instagram avec ses abonnés et qui s'était retrouvée au centre d'une campagne incroyable de haine sur les réseaux sociaux notamment. Elle avait été menacée de mort, de viol, etc. Elle a été obligée de quitter son lycée, donc déscolarisée de fait. Elle était évidemment au centre de toute l'attention médiatique pendant plusieurs jours. On en a parlé ces 2 dernières semaines dans Immédiat. Et ce lundi,
Mila était l'invité de l'émission Quotidien de Yann Barthès. Et cet entretien, il s'est d'abord passé dans une drôle d'ambiance sur le plateau. Un silence pesant, des blancs parfois interminables, démontrant la gêne de Yann Barthès. Et Jean-Yves, il y a eu une interdiction pour le public d'applaudir Mila durant sa prestation. Alors, ça c'est intéressant, le témoignage d'un participant à cette émission. C'est qu'il montre, il révèle, ce qu'on a déjà dit d'ailleurs un certain nombre de fois dans Immédiat, que tout est scénarisé, tout est manipulé, et effectivement, il y a des moments où on demande à la salle d'applaudir, faire la claque, ça s'appelle faire la claque, et d'autres moments où on leur demande de huer, où on les incite à huer, et donc il y a une manipulation qui font évidemment que c'est beaucoup plus confortable pour les invités politiquement corrects que pour les invités politiquement incorrects. Alors, qu'a dit Mila durant cet entretien? Elle a tout d'abord répondu à la question de Yann Barthès qui lui demandait pourquoi elle avait souhaité s'exprimer publiquement. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'exprime, que je prenne la parole par rapport à tout ça, quitte à le faire même une fois, justement, c'est mon choix. Et fallait que je démontre aussi une image différente de la fille que tout le monde a vue sur cette vidéo qui est devenue virale. J'ai pas à me cacher parce que je le sais, j'ai rien fait de mal. Mila a aussi expliqué avoir bien fait la différence entre la religion et les croyants. J'ai toujours su faire la différence entre une religion et des personnes. Et les gens qui sont pas capables de faire cette différence, ils sont débiles. Je crois qu'elle est assez précise dans son propos. Je pense qu'elle a été assez bien briefée par son avocat, Richard Malka, qui est un spécialiste de ce droit-là, qui a notamment été l'avocat de Charlie Hebdo. Et donc, elle distingue bien ce qui pourrait être des attaques contre les personnes, qui seraient susceptibles d'être poursuivies, et la critique de manière, on peut dire, plus abstraite ou plus désincarnée, d'une religion qui fait partie de la liberté d'expression. Mais son propos est clair, est bien tenu. Je pense qu'elle pourrait presque donner des leçons de droit, alors qu'elle n'a que 16 ans, mais sans doute un avocat assez performant, à la ministre de la Justice, Madame Belloubet. C'est pas faux, effectivement. Alors, même sa démonstration était claire, elle a été pressée par Yann Barthès de s'excuser, et elle a fait amende honorable sur 2 points. Et vous employez des mots durs, insultants, envers une religion. C'est ça. Est-ce que ces mots, vous les regrettez? Il y a 2 choses que je regrette dans cette histoire. C'est de l'avoir dit d'abord sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas mesuré l'ampleur que ça pourrait prendre, et c'est de l'avoir dit d'une manière aussi vulgaire parce que j'aurais pu argumenter, j'aurais pu... Vous regrettez la vulgarité? Je regrette la vulgarité, c'est ça. Est-ce que vous auriez pu dire ces mots sur une autre religion? Bien sûr. Et la conclusion de Mila est sans appel. Je reviens encore sur le sujet du fait que je regrette absolument pas mes propos, que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Et j'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Mais je tiens quand même à dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. Et j'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Je crois qu'elle s'exprime dignement, elle s'exprime clairement, elle ne recule pas, elle assume. À 16 ans. Hein. De ce point de vue-là, elle donne une leçon de courage. Alors évidemment, on peut peut-être trouver un peu paradoxal qu'une jeune fille de 16 ans, qui revendique par ailleurs son homosexualité, montre un courage que parfois des hommes plus âgés ou plus capés ne montrent pas. Mais ma foi, elle a du courage, c'est bien. Voilà. Et puis face à Yann Barthès qui est un peu en mode inquisiteur, et puis elle a quand même, elle est menacée de recevoir de l'acide, elle est menacée d'être humiliée, elle est menacée, elle risque aussi d'être égorgée, hein, parce que le couteau est parfois facile. Oui, effectivement. Alors, Jean-Yves, donc on a donc Mila qui, face à Yann Barthès, tient un petit peu son rang. Elle est à l'aise et elle est percutante dans ce qu'elle dit. Cet entretien avec Yann Barthès a été largement commenté dans les médias. Et on a une scène qui a été assez amusante, ou pas d'ailleurs, sur Punchline. On a assisté à un beau moment d'incapacité à prononcer le terme islam par Laurence Saillet. Aujourd'hui, en France, beaucoup ne veulent plus, n'acceptent plus
qu'on critique la religion. Des incidents comme ça, il y en aura d'autres. Incident, le mot est faible, parce que, compte tenu des réactions qu'on voit sur les réseaux sociaux, très clairement, beaucoup disent on ne doit pas critiquer la religion. Et quand il y a eu la manifestation contre la religion, on parlait de l'islam. La religion ? L'islam. L'islam. Là, c'est l'islam en l'occurrence. Bon, alors, quand on voit Laurence Saillet, on est quand même un peu effondré en pensant que cette femme avait été porte-parole des Républicains et que maintenant, elle est amuseuse publique chez Hanouna. C'est un peu la même carrière que Bachelot, qui, elle, avait été ministre de Chirac et a fini aussi amuseuse publique dans une émission de télévision. C'est quand même des signes des temps assez intéressants. Et puis alors, évidemment, l'accès à la télévision ne peut se faire dans ces conditions que par l'aveuglement complet, qui consiste à poser la question des religions en général, alors qu'il y a une religion qui pose un problème en France aujourd'hui, c'est l'islam, qui est une religion totalement étrangère à notre civilisation, à notre culture. Ce n'est pas le christianisme qui est partie intégrante de notre histoire et de notre culture. Donc, on veut parfois les placer sur le même plan pour protéger l'islam, mais l'islam n'a pas à être mis sur le même plan que les autres religions, et l'islam doit être nommé parce que ce qui pose un problème en France, ce ne sont pas les religions, c'est la religion musulmane. Alors, les réactions à la présence de Mila sur le plateau de Quotidien ont été parfois très négatives et très vives. Sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateaux de télé. Exemple avec Cyril Hanouna, qui dans l'émission « Touche pas à mon poste » a consacré une large séquence à cet entretien. Alors, très largement, les chroniqueurs de « Touche pas à mon poste » ont estimé que Mila avait fait un très mauvais choix en se rendant sur le plateau de Quotidien. Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs explications derrière elle n'aurait pas dû y aller, elle n'aurait pas dû y aller. Il y a d'abord un peu de rancœur. Parce qu'en fait, ils auraient bien aimé l'avoir. Ils se tirent la bourre pour avoir de l'audimat, et donc ils auraient bien aimé l'avoir. Je crois qu'il y a derrière ça la stratégie de communication que Mila a adoptée avec son avocat. On va à un endroit, on ne va pas à plusieurs endroits. Et entre l'émission de Barthez et l'émission d'Hanouna, elle a choisi celle de Barthez, qui est peut-être un peu plus haut de gamme, si on ose dire. Oui, puis elle a plus d'audience aussi. Plus d'audience et moins vulgaire, en l'occurrence, puisque, précisément, si on peut dire, enfin, tout est relatif. Oui, tout est relatif. Bon, donc c'est un choix. Ensuite, donc, ils sont pas contents parce qu'elle n'est pas venue chez eux. Bon, voilà, ça se comprend, c'est humain, on va les comprendre, on va être gentil avec eux. Et puis, ils lui reprochent d'avoir tenu la position et donc de ne pas s'être écrasé, de ne pas s'être soumis, puisque il faut bien voir que le politiquement correct, quel que soit le sujet d'ailleurs, il ne tient que par la soumission de ceux qui s'y opposent, et qui, après s'y être opposés, s'écrasent, s'excusent, etc. À partir du moment où quelqu'un, quel que soit le sujet d'ailleurs, là c'est l'islam, mais ça pourrait être sur l'homophobie, ça pourrait être sur d'autres sujets, ça pourrait être sur le racisme, à partir du moment où quelqu'un n'accepte pas de se couvrir la tête de cendre, eh bien là ça va plus. Là on peut même voir, en voyant ce qui s'est passé avec les chroniqueurs, l'émission est quand même assez navrante de ce point de vue-là. On a vraiment l'impression que les chroniqueurs admettent qu'elle avait le droit de le dire, mais que malgré tout, elle aurait dû se cacher, elle aurait dû ne pas assumer ses propos. Et finalement, vu que sa vie est finie, selon Yacine Bellatar, qui dit qu'elle a 16 ans, sa vie est déjà terminée, sa vie sociale, hein, sous-entendu, mais en fait, elle aurait dû se coucher. En fait, c'est de la soumission. Ils reconnaissent qu'elle avait, d'une certaine manière, je pense qu'ils savent qu'elle avait raison de dire ses propos, enfin, qu'elle avait le droit, en tout cas, de dire ces propos-là, mais la loi ne suffit pas. Il y a aussi la loi, on va dire, quasiment islamique. La loi du milieu. Ouais, non, mais la loi du milieu islamique, on va dire. Oui, c'est ça, c'est qu'en gros, c'est une attitude complètement de soumission. On est dans Houellebecq, en fait, quand on voit ces extraits-là. En fait, ils ont conscience qu'elle avait le droit de le dire, qu'elle aurait pu le dire, mais malgré tout, ils lui disent « T'aurais pas dû le dire et tu ferais mieux de te cacher ». Vous avez raison de citer Houellebecq, parce que Houellebecq, avant d'écrire Soumission, d'ailleurs, avait fait une déclaration très critique sur les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et il avait conclu, à sa manière, l'islam, c'est la religion la plus con. Et à ce titre, il avait été poursuivi devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, mais finalement relaxé, parce que, après tout, ça avait été considéré comme une critique, peut-être pas très haut de gamme, mais pour une critique
d'une religion, et on a le droit de critiquer les religions, oui. Le tribunal médiatique de Cyril Hanouna n'a pas relaxé Mila. Et Jean-Yves, ce qui va être assez effrayant pour conclure un petit peu cette séquence, c'est qu'un sondage commandé par Charlie Hebdo, l'IFOP, démontre que seule la moitié des Français soutient Mila et le droit au blasphème de manière générale, avec des chiffres un petit peu inquiétants quand même. Oui, alors je crois que la question, d'un certain point de vue, est mal posée. Parce que la question, c'est pas le droit au blasphème. La question, c'est la liberté d'expression. Et les islamistes, les musulmans, utilisent le terme de blasphème parce qu'ils veulent interdire toute critique. Alors certains islamistes, certains musulmans. Certains islamistes, certains musulmans, ils veulent interdire toute critique de l'islam, et donc, y compris de ses pratiques, pas seulement de ses dogmes religieux, pas seulement de ses sourates, de toutes ses pratiques. C'est pour eux un espèce de bouclier. Or, la liberté d'expression, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, c'est au cœur de la civilisation européenne, la liberté d'expression. Et je voudrais dire d'ailleurs, je pense qu'il y a certains catholiques qui doivent se dire, après tout, blasphème, c'est pas bien, etc. Qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Le droit au blasphème, il sera toujours garanti contre la religion catholique. On l'a vu d'ailleurs avec le blasphème subventionné par toujours le pseudo-humoriste sur France Inter. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de protéger les religions d'attaques qui peuvent être parfois injurieuses, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. L'objectif, c'est de mettre l'islam à l'abri de toute critique. C'est ça l'objectif politique. Et puisqu'on parlait... Et donc, et je pense qu'il faut, en face de cela, être très clairement dans une logique de liberté d'expression, y compris en demandant l'abrogation des lois liberticides que nous avons aujourd'hui. Je pense à la loi Pleven, je pense à la loi Guesso, je pense à la loi Taubira, et à la loi Avia qui va venir. Toutes ces lois qui sont récentes. Oui. On a vécu en France sans ces lois liberticides jusqu'en 1972. Et il faut revenir à cette situation de liberté de presse, de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Alors, pour conclure sur ce point, on parlait de certains musulmans ou les musulmans, etc. On a quand même un point qui est très effrayant dans ce sondage, c'est que 72% des musulmans soutiennent les propos d'Abdallah Zekri, qui déclarait que Mila devait assumer les conséquences de ses actes. En gros, qu'elle avait plutôt bien cherché ce qui lui arrivait. Le responsable du CCFM, enfin un comité musulman en lien avec le... Officiel, en relation avec l'État. Hein. Et donc, 72% des musulmans interrogés dans ce sondage le soutiennent. Le Conseil français du culte musulman. Oui, voilà, exactement. Voilà. Organisme officiel, reconnu par l'État, subventionné, j'en passe. Et donc, il est soutenu par 72% des musulmans vivant en France. Ça, c'est quand même très inquiétant. Alors, mettons quand même un petit bémol méthodologique, car dans un sondage sur un millier de personnes, l'échantillon des musulmans au sein du sondage est plus restreint. Voilà, mais donc, ça donne quand même un ordre d'idée. Ça donne un ordre de grandeur, mais enfin, il faut rester prudent malgré tout. Eh bien, passons à la revue de presse. Alors, j'arrive pour commencer cette revue de presse. Une question. Connaissez-vous Limi Gongo? Ah non. Ah non. Eh bien, écoutez, je suis scotché, là. On va découvrir en images. Dessiner d'abord au crayon sur le bois. Appliquer ensuite la bouse de vache séchée pour créer des motifs en relief. Une technique ancestrale, celle de l'Imigongo. L'Imigongo et ses motifs remontent au XVIIIe siècle, bien avant l'apparition de la géométrie dans la peinture occidentale, cubiste ou constructiviste. Jean-Yves, vous avez découvert l'Imigongo, et il y a peut-être des choses à en dire. C'est formidable. On nous dit, les cubistes n'ont rien inventé parce que les Africains, au XVIIIe siècle, ont inventé les motifs géométriques. C'est formidable. Motifs géométriques qui remontent à la plus haute antiquité, et notamment, il y a une période grecque, 700 à 900 ans avant notre ère, ça remonte à 3000 ans maintenant, qui était une période de décoration géométrique. Mais
Ça fait rien, on nous explique que les Africains, au XVIIIe siècle, ont inventé le bazar et que sans ça, on ne saurait pas. Voilà. C'est assez drôle parce qu'il y a toute une série maintenant de petites historiettes de même nature. Bon, ces dames sont sympathiques, mais enfin, elles n'ont pas inventé la poudre non plus. Ce qui est amusant, c'est qu'il parle surtout d'un art ancestral, alors que ça date du XVIIIe siècle. Bon, c'est pas non plus extrêmement vieux. Et puis bon, effectivement, des motifs géométriques en bouse de vache séchée sur un bout de bois, bon, c'est très beau, hein, c'est bien. Mais bon, dire que les Européens sont arrivés après, c'est quand même un petit peu osé, effectivement. Alors, pas sûr d'ailleurs que le cubisme soit le sommet de l'art européen. Par ailleurs, c'est un autre sujet. Alors, Le Parisien, cette semaine, qui nous publie une infographie sur les crimes et délits à Paris, donc augmentation, hein, tout est dans le rouge, et qui a utilisé un petit pictogramme assez amusant. Oui, alors c'est amusant parce que puisque ce qui augmente le plus, ce qui est le plus grave, c'est les violences sexuelles, les clous et blessures volontaires, dont on sait très bien qu'ils sont le fait très largement de ce qui se passe dans les quartiers nord de Paris, qui viennent de l'occupation de Paris par une masse de clandestins de plus en plus important. Et on nous représente un gentil petit blond comme le pour voleur. Illustrer comme étant Louis le voleur ou le casseur. Voilà. Oui, c'est Jean-Charles, le voleur. Jean-Charles. Vilain Jean-Charles. Ouais. Alors, dans l'actualité également, une série d'attaques, d'attentats islamistes en France, mais aussi à l'étranger. En France, c'est la caserne de gendarmerie de Dieuze qui a été attaquée par un homme armé, nous apprend le Républicain lorrain. Et dans la conclusion assez magistrale de cet article, on a cette phrase « Ses motivations restent à déterminer, mais plusieurs sources assurent qu'il a revendiqué un acte terroriste. » Alors, il y a deux choses qui vont dans le sens de l'acte terroriste, même peut-être fantasmé. Hein. Il y a l'attaque au couteau, qui est quand même un mode opératoire assez classique, et le fait qu'il y ait eu, semble-t-il, même de manière certaine, une revendication, peut-être là aussi fantasmée, mais au titre de Daesh. Bon, voilà. Alors, ça suffit pas pour les médias. Peut-être que le type est dérangé, c'est possible au cas particulier, mais on peut pas non plus dire que c'est sans relation avec la vague terroriste. Il y a eu d'ailleurs au même moment un attentat tout à fait labellisé terroriste islamique à Londres. Oui, en Grande-Bretagne, les services de police sont beaucoup plus rapides qu'en France pour catégoriser un attentat comme tel. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup plus long en France. Et donc ça a permis au Figaro de traiter l'affaire, mais avec dans le corps du texte un vocabulaire un petit peu minorant, notamment, par exemple, l'incident est considéré comme terroriste. On parle quand même d'une attaque qui fait des morts. Un attentat qui fait des morts, des blessés, c'est pas un incident. C'est pas un incident. C'est un meurtre, c'est une agression, c'est un acte terroriste. Voilà, c'est toujours l'euphémisation. Bon, soit dit en passant, le Brexit va peut-être épargner les Britanniques du plombier polonais, mais c'est pas sûr que ça suffise à les épargner des terroristes islamistes. Ça, c'est certain. Et justement, le Brexit, c'était l'actualité médiatique de la semaine aussi, hein, parmi d'autres. Et on a vu plusieurs unes et plusieurs traitements médiatiques, plusieurs manières de traiter cet événement. Comme étant un adieu à l'Europe, ou le fait qu'il y a plusieurs médias qui ont déclaré que la Grande-Bretagne quittait l'Europe. Oui, alors les Brexiteurs, que ce soit Farage ou Boris Johnson, ont dit qu'ils ne quittaient pas l'Europe, ils quittaient l'Union européenne. C'est-à-dire, ils quittent une organisation bureaucratique et mondialiste, ils ne quittent pas l'Europe. La Grande-Bretagne fait partie de l'Europe par la géographie, elle fait partie de l'Europe par la culture, par la civilisation, par l'histoire. Elle ne quitte pas l'Europe. Elle sort de l'organisation européenne. Elle se trouve dans la même situation, finalement, que la Suisse ou la Norvège, qui sont des pays tout à fait européens. Oui, bien entendu. En dehors des quartiers de l'immigration, bien sûr, en Suisse et en Norvège. Effectivement. Alors, puisqu'on parle d'Europe, à Rome, il y avait une réunion de plusieurs grands conservateurs européens, notamment Viktor Orban, qui a donné des éléments d'explication sur le succès en Hongrie. Deux éléments expliquent notre succès conservateur en Hongrie. Premièrement, c'est que nous n'avons pas 90% de nos médias positionnés à gauche, nous avons un équilibre à 50-50. Et le deuxième élément, c'est que nous avons du courage politique. Croyez-moi, ce qui manque le plus cruellement en politique, c'est le fait d'accepter de prendre des risques. C'est le courage. Oui, alors il a tout à fait raison, il rejoint François Bousquet avec son livre « Le courage ». Bon, il faut dire aussi que si les hommes politiques en France n'ont pas de courage, c'est parce que comme il y a 95% des médias
parce que c'est même pas 90%, Oui, 95% qui sont dans le politiquement correct, ceux qui sont dans le politiquement incorrect se font flinguer. Donc ils restent plus vivants que ceux qui n'ont pas été flingués, c'est-à-dire les plus conformistes, à quelques rares exceptions près. En Hongrie, ils ont de la chance, ils ont une presse pluraliste, bravo. Alors, C'est comme en Pologne. Oui, effectivement. Alors le courage, c'est ce qui va falloir encore et toujours à présent. Qui subit, Jean-Yves, des nouvelles difficultés? Oui, alors là, c'est absolument hallucinant, parce qu'il y a eu quelques Thénardier de leur rédaction qui ont fait un procès au titre de droit de conscience des journalistes, comment on appelle ça, la clause de conscience des journalistes, au moment de la reprise de Présent par une nouvelle direction en disant « le cap a changé et les tribunaux ». On est dans la justice politique. Il s'agit de liquider un journal d'opposition, il s'agit de liquider un journal dissident. On dit effectivement, le cap du journal Présent a changé puisqu'ils soutiennent le Rassemblement national. Or, il se trouve que Présent, depuis son origine, y compris à l'époque de Jean Madiran, son fondateur, a toujours appelé à voter pour le Front National ou pour Jean-Marie Le Pen. C'était un soutien, on peut dire, critique parfois, mais la ligne n'a absolument en rien changé. Mais les médias ont retenu, pas les médias, les juges ont retenu cet argument à des fins politiques. On a une police politique. En France, on a aussi une justice politique. Voilà. Bon courage quand même à Présent, qui jusqu'ici a toujours surmonté les épreuves et a maintenant une assez belle vivacité, une belle dynamique, de belles unes. Donc, je leur souhaite vivement de surmonter ce nouveau coup. J'espère qu'ils auront raison en cassation, mais j'en suis pas sûr. Alors, pour conclure cette revue de presse de la semaine, Jean-Yves, Mediapart qui attaque France Inter, voilà. Tout simplement parce que l'émission Le Masque et la Plume, diffusée sur France Inter, est accusée, selon Mediapart, de sexisme et de misogynie. Voilà, c'est le nouveau marcatisme. Hein. J'ai vu au moment de la mort de Kirk Douglas qu'on expliquait qu'il avait été victime ou que ses amis avaient été victimes du macartisme aux États-Unis, c'est-à-dire la chasse aux sorcières anticommunistes dans les années 50 aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, on a une chasse aux sorcières politiquement correcte, on a une chasse aux sorcières islamistes, de la part des islamistes, on a une chasse aux sorcières de la part des féministes, on a une chasse aux sorcières absolument fabuleuse, quoi. Bien pire que le macartisme. Et Mediapart contre France Inter, c'est un combat de titans. Hein, ils se mangent entre eux. Ouais, ils se mangent entre eux. Passons au deuxième sujet, municipale parisienne, proposition délirante et occultation médiatique. La campagne parisienne nous réserve son lot de surprises. Et Jean-Yves, cette campagne pour les municipales à Paris, elle a une spécificité par rapport aux autres. Bah oui, les campagnes municipales, en général, c'est des campagnes de terrain. Les maires, les candidats voient les électeurs de près et proposent des choses raisonnables correspondant aux problèmes de la ville. À Paris, on a une campagne hors sol et on a une campagne qui se fait pratiquement uniquement par les médias. Alors donc les candidats dont les médias aiment parler font assaut de fantaisie, on va dire. Alors on commence par Griveaux. Ouais, là, c'est ça. Oui, Griveaux, il a quand même fait très fort. On commence presque par le meilleur, puisqu'il a promis plusieurs choses. En tout cas, il a proposé plusieurs mesures. Par exemple, un apport de 100 000 € pour aider les Parisiens à acheter leur logement. Il a aussi proposé de créer un nouveau métier à Paris, manager de rue, quelqu'un qui gérerait quelques pâtés de maison pour régler les problèmes de l'espace public. Hein. Et c'est la cerise sur le gâteau, il a proposé de déplacer la gare de l'Est afin de créer un Central Park parisien. Jean-Yves, là, c'est grandiose. Ferdinand Lopp proposait de poursuivre le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. C'est un peu la même idée dans l'autre direction, on peut dire. Non, mais c'est quand même... Et sous le regard complaisant des médias. Ah oui. En fait, dans les rédactions, les gens se marrent. Mais il en parle. Mais on en parle. Il en parle. Alors, il paraît aussi qu'il veut faire des pistes de ski sur Montmartre avec des canons à neige. Oui, effectivement, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui
qui s'amuse de ces promesses incroyables. Et on a parce que là, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Ah oui, mais ça devient difficile. Ça devient difficile. Ah là là, oui, ça devient très difficile. Mais effectivement, un tweetos qui écrit « Benjamin Griveaux jette ses dernières forces dans la bataille et promet des canons à neige à Montmartre, ainsi que l'ouverture de 3 pistes. » Bon, c'est vrai que c'est assez humoristique. Mais il n'est pas le seul, Jean-Yves, dans cette configuration-là, puisque Anne Hidalgo, elle n'est pas en reste. Elle a proposé, par exemple, de planter 170 000 arbres à Paris. Voilà. Et elle a proposé aussi un Paris 100% cyclable, avec forcément de la place gagnée à un endroit. Et cette place, elle serait gagnée en supprimant 60 000 places de stationnement. Donc là, on est dans un... Alors, il y a 2 choses. Là, c'est l'exclusion de la banlieue. L'exclusion de l'Île-de-France périphérique. C'est toujours la guerre des centres contre les périphéries. Donc là, on veut resserrer Paris. Elle est contre les frontières, Madame Hidalgo, mais alors la frontière du périphérique, là, elle veut la hérisser à 10 mètres de haut, vraiment. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la végétalisation d'une ville comme Paris, ça a un côté artificiel. Paris, c'est une ville minérale, et on va pas changer ça. Il y a quelques parcs, hein. Il y a le Champ de Mars, il y a les Buttes Chaumont, Chirac avait fait le parc de Bercy, mais fondamentalement, Paris, c'est une ville minérale. C'est comme ça. Si les gens veulent vivre dans la nature, c'est pas parce qu'on va végétaliser Paris qu'ils vivront dans la nature. Ça, c'est de la fausse nature. Mais en tout cas, elle est toujours protégée médiatiquement. Mais alors là, elle est protégée médiatiquement, oui, parce que elle a rendu beaucoup de services à Bernard Arnault, Le Parisien, et aussi Le Monde à travers Niel. Et la femme de Niel, et puis elle a rendu des services à Lagardère, voilà, donc oui, elle est protégée médiatiquement, c'est la moindre des choses. Et alors, ça s'appelle renvoyer l'ascenseur. C'est vrai. Et autre femme politique briguant la mairie de Paris qui semble un petit peu protégée, c'est Rachida Dati, puisque là, elle est promue, elle a une dans Paris Match, vraiment l'indestructible, donc là c'est clair et net, c'est de la promotion. Elle est protégée, et puis les médias, ils ne soulèvent pas les dossiers encombrants, on va dire. Alors, Rachida Dati a beaucoup d'affaires, beaucoup de conflits d'intérêts. Comme député européen, elle s'est beaucoup intéressée, si j'ose dire, aux intérêts du Maroc, elle s'est intéressée aux intérêts de Total, et elle a touché 900 000 euros de Renault sans pouvoir produire 3 lignes de thèse. Donc, oui, alors la différence, il y a un vrai problème. Elle l'a fait en tant qu'avocat, et donc du coup, c'est protégé par le secret professionnel, et donc elle n'a pas à justifier. Voilà. Ouais. Bon, moi, je vous conseille de vous installer comme avocat. Ça paraît tout à fait intéressant. Bon, elle se défend très bien, puisque dès que quelqu'un lui pose la question de ses affaires, a dit boule puante, interdit. Et quand elle s'oppose à Philippe Goujon, maire du 15e, si Goujon s'oppose à Rachida Dati, c'est parce qu'il est raciste. Ça sort le joker raciste. Ouais. Et donc, elle est un peu inattaquable. Enfin, elle a une très belle une dans Paris Match. Ouais. Hein. Ça devrait rentrer dans les comptes de campagne. Ça devrait rentrer dans les comptes de campagne. C'est pas faux. Alors, voilà, parce que les comptes de campagne, ils sont plafonnés. Mais quand vous avez la une sur tous les kiosques, c'est extraordinaire. Alors, il y en a un qui n'a pas, c'est un candidat qui n'a pas cette couverture médiatique, c'est Serge Federbusch, qui, lui, il semble être un peu occulté médiatiquement. Alors, Serge Federbusch est totalement occulté, très largement occulté médiatiquement, d'autant plus que parmi les candidats, il y a des candidats qui sont dans les sondages à 1%, comme Ganzer par exemple, ou d'autres, qui ils ont plus de visibilité, beaucoup plus d'accès médiatique, et il y à énormément d'articles où on demande les programmes, et on oublie tout simplement celui de Federbusch. Federbusch est un candidat d'alliance Rassemblement National, droite hors les murs. Les sondages les plus mauvais le mettent à 5%. Il devrait avoir un accès normal aux médias, ce qui n'est absolument pas le cas. Et évidemment, c'est très handicapant, parce qu'à Paris, il peut faire tous les efforts qu'il veut, il ne verra pas tous les électeurs. Oui, le porte-à-porte est plus compliqué. Le porte-à-porte est un peu plus long. Ouais. Très bien, ça va être la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et alors Jean-Yves, je ne vous dis pas la semaine prochaine, puisque ce sera Michel Geoffroy qui vous remplacera exceptionnellement.
Et moi, je ne serai pas présent la semaine d'après. Donc, nous deux, on se revoit dans 2 semaines. Mais vous revoyez nos téléspectateurs dans 15 jours. Voilà. Mais Immédiat sera là, fidèle au poste, comme d'habitude. Exactement.